Nous accueillons maintenant le docteur Christine Fontaine, qui est pédiatre, chef de clinique responsable de l'équipe mobile de soins palliatifs pédiatriques et de l'équipe de liaison au sein de l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola, l'UDERFS, qui dépend de l'ULB. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je me fais ici le porte-parole de toutes les équipes soignantes pédiatriques de la région bruxelloise afin de vous expliquer ce que c'est la médecine palliative pédiatrique, quels en sont les besoins pour tous, l'enfant, sa famille, les équipes soignantes, et quelles sont les pistes d'amélioration que nous vous proposons. Merci. Tout d'abord, vous expliquer que la médecine palliative pédiatrique, elle est différente de la médecine palliative pour les patients adultes. Différente tant en termes de compétences requises que de ressources qui doivent être adaptées à l'enfant. Notre discipline est un peu plus récente que les disciplines de médecine palliative adulte. Elle s'est développée durant les dernières décades, d'abord au départ des unités de cancérologie pédiatrique, et puis ensuite, et c'est le cas actuellement, en réponse à l'augmentation de la prévalence des maladies graves limitant ou menaçant la vie chez les enfants. Ces maladies sont d'origine très variée, ce sont surtout des maladies génétiques, métaboliques, neurologiques, neuromusculaires. Et elles peuvent toucher des enfants de tout âge, depuis la période néonatale jusqu'aux grands adolescents. Pour ces patients-là, les soins palliatifs ne se limitent pas aux soins de fin de vie. Et il est clair, et c'est clairement reconnu dans les recommandations internationales, que c'est grâce à une approche palliative qui débute tôt après le diagnostic de la maladie qui ne peut plus ou ne peut pas guérir, que l'on va garantir une approche optimale du bien-être, du projet de vie, comme l'avait signalé le docteur Poncelet. C'est un mot que nous aimons particulièrement dans nos équipes pédiatriques, optimale. Alors, une autre caractéristique de notre action est qu'en pédiatrie, clairement, nous nous occupons et des enfants et de leur famille. Quand je parle famille, je parle les parents, mais je parle aussi la fratrie. Parce que comment assurer un bien-être de l'enfant sans assurer le bien-être du milieu familial? Autre caractéristique de notre action, vous l'avez bien compris, les maladies sont variées, mais elles sont aussi extrêmement complexes, impliquant l'intervention de multiples intervenants, tant pour les soins physiques que pour couvrir les besoins psychosociaux. Et donc, il est important de pouvoir non seulement conjuguer, mais surtout coordonner les efforts de chacun afin de garder une cohérence du projet. Quelles sont les structures existantes en région bruxelloise en soins palliatifs pédiatriques? Au sein des hôpitaux, comme vous le savez peut-être, il n'existe pas d'unité palliative pour les enfants. Donc, les enfants restent hospitalisés dans leurs unités de soins habituelles. En ce qui concerne le domicile, donc nous fonctionnons comme en médecine palliative adulte avec des premières lignes et des deuxièmes. Les premières lignes ne sont pas des premières lignes qui sont spécifiquement formées à la pédiatrie, et je vous en parlerai plus tard, hormis peut-être quelques initiatives comme par exemple les équipes d'Arémis qui ont des équipes spécialisées en qui ont des infirmières spécialisées en pédiatrie. Deux équipes multidisciplinaires de liaison, dites de liaison pédiatrique, ont vu le jour depuis un peu plus de 10 ans au sein de deux hôpitaux de notre capitale, donc les cliniques universitaires Saint-Luc et l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola. Ce sont des équipes qui vont au domicile, assurent une deuxième ligne, mais qui bien souvent, malheureusement, doivent assurer de la première ligne parce que la première ligne n'est pas compétente en prise en charge de ce type d'enfants gravement malades. Il y a aussi des structures de répit. Vous connaissez peut-être la Villa Indigo, qui est située à Edvers. Il y a aussi la Cité Sérine. Donc le principe de ces structures, c'est d'offrir des séjours
résidentielle aux enfants gravement malades, avec un accompagnement d'équipes pédiatriques qui peuvent assurer des soins. D'autres initiatives pour les enfants gravement malades existent en région bruxelloise. Ce sont surtout des initiatives privées, parfois effectivement avec des sources de financement de la COCOF par exemple. Ce sont des services d'accompagnement qui peuvent être de l'aide précoce ou des services d'accompagnement spécialisés, par exemple pour des enfants avec handicap. Ce sont des ateliers pour fratries, ce sont des équipes de psychologues de soutien au deuil ou encore des équipes de bénévoles, et vous ne m'en voudrez pas si je ne les ai pas tous cités. Une des grosses difficultés pour pouvoir mettre sur pied un plan pour les enfants gravement malades est que nous ne bénéficions pas de chiffres actuellement des enfants qui bénéficient de soins palliatifs ou qui devraient en bénéficier, parce que c'est aussi cela notre problème, c'est l'identification de ce type de patients par les équipes pédiatriques. Donc, ce que je vous ai mis sur cette diapositive, ce sont les chiffres d'activité des deux équipes de liaison pédiatrique, donc celle de Saint-Luc et celle de Lude, durant les dernières années. Alors, ce que vous voyez, c'est que durant les 5 dernières années, le nombre d'enfants qui a été pris en charge par ces équipes a doublé, et sur une courbe continue. Donc, on peut attendre que dans les années futures, ce chiffre va continuer à augmenter. Une autre donnée importante que vous pouvez regarder sur ce graphique, c'est que plus de la moitié des patients dont on s'occupe sont des patients âgés de moins d'1 an. Alors vous vous rendez compte que pour les soins à domicile, ça leur représente une difficulté supplémentaire, parce que quels sont les infirmiers ou les médecins généralistes qui ont l'expérience ou même les connaissances que pour pouvoir prendre en charge ces très très jeunes enfants. Les soins palliatifs pédiatriques, c'est assurer confort et qualité de vie à l'enfant et sa famille. Et là, je me fais le porte-parole des équipes pédiatriques pour vous dire que la demande de l'enfant, même gravement malade, est de pouvoir continuer à vivre sa vie d'enfant, c'est-à-dire en famille, à l'école, avec son groupe d'amis, en évitant les hospitalisations le plus possible. L'enfant devra cependant bénéficier de soins de qualité au domicile, 24 heures sur 24. Comme je l'ai déjà mentionné, cela représente un vrai défi pour les équipes soignantes. Pour la famille, les coûts financiers sont une préoccupation extrêmement importante. Comprenez bien que les coûts sont importants et que, en plus, les rentrées diminuent parce que un des parents, quand il s'agit d'une famille classique, mais on fait face de plus en plus à des familles monoparentales, doit pouvoir arrêter de travailler pour s'occuper de l'enfant malade. Ces familles sont mises à mal émotionnellement, et donc il est important de pouvoir leur apporter un soutien émotionnel durant la maladie et même après le décès de l'enfant. Parce que c'est aussi notre travail en soins palliatifs, c'est de s'assurer de l'après et de pouvoir prendre en charge le deuil. Il existe des équipes de psychologues, comme je l'ai mentionné, qui sont des équipes de soutien au deuil, mais cependant qui sont relativement peu nombreuses. Et surtout, ce que nous voudrions mettre sur pied de manière un peu plus fréquente, c'est des psychologues qui puissent se rendre au domicile des parents. Il y a effectivement des initiatives, notamment de Palliabru, mais je ne mentirai pas Isabelle en disant qu'il y a peu de psychologues, que la liste d'attente est longue, nous en avons discuté récemment, et donc clairement il y a une insuffisance à ce niveau-là. Les parents font face aussi à un épuisement physique. Ce sont des parents d'un enfant gravement malade, ce sont des véritables prestataires de soins. Ils administrent des médicaments, ils donnent l'alimentation par la sonde gastrique, ils font parfois des manœuvres de kinésithérapie respiratoire, et cela jour et nuit. Et donc, ils ont besoin, pour tenir particulièrement dans la durée, de structures de répit qui puissent accueillir l'enfant malade.
Il existe des structures de répit, mais il faudra réfléchir à une offre plus importante pour notre région. On a déjà parlé à plusieurs reprises de la multiculturalité. Évidemment, en pédiatrie, on fait face à la même problématique. Quand je dis problématique, c'est parfois compliqué, non seulement en termes linguistiques, on a parlé parfois du fait que les gens ne parlent pas une langue que les équipes soignantes parlent, mais aussi en termes de valeurs autour de ce que c'est la mort d'un enfant. Et on a parlé du mot injustice. Il est clair que la mort d'un enfant est particulièrement injuste, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Et donc il faut que nos équipes soignantes soient aidées, et soient aidées par, que ce soit des conseillers, des médiateurs, soient formés à cette prise en charge afin de trouver un langage commun avec les familles. Quant aux soignants, vous avez bien vu que les difficultés sont importantes. Il faudrait commencer à conclure, docteur. Comment dis-tu? 1 minute? 2 minutes? 3 minutes? Une. Pour les équipes soignantes, complexité des soins. Oui, donc formation des équipes. Continuité des soins. Compliqué de mettre sur pied des équipes de première ligne qui se sentent suffisamment compétentes que pour pouvoir prendre en charge des enfants gravement malades. Nous nous confrontons régulièrement à des soucis de garde de médecins généralistes, par exemple, qui n'assurent plus eux-mêmes leur garde, qui font appel à des services tels SOS médecins. Vous comprenez bien que ce n'est pas possible dans une prise en charge d'un enfant gravement malade. Coordination des intervenants à l'hôpital et au domicile. Alors nous avons eu la chance dans notre équipe d'avoir quelqu'un qui est dans la salle d'ailleurs, qui est une infirmière coordinatrice de l'information, qui était un projet pilote du plan cancer, mais qui malheureusement n'a pas été pérennisé. Et c'est une cheville ouvrière indispensable, parce que c'est elle qui fait circuler la communication entre les différents intervenants de l'hôpital, du domicile, et donc qui permet qu'on garde une cohérence et une efficacité du projet. Accès aux médicaments, accès au matériel nécessaire des soins à domicile. Ce sont des médicaments spécifiques et du matériel médical spécifique que les officines n'ont pas toujours en stock et qui rechignent parfois à commander en petite quantité. Obtenir des financements, c'est une grosse part du travail des équipes de soins palliatifs pédiatriques et risque d'épuisement professionnel. Il est certain, et vous vous en rendez bien compte, que l'impact de la maladie grave et du décès d'un enfant sur les équipes de soignantes, il est énorme. Et il faut, et c'est notre responsabilité... Il faudrait commencer à conclure, docteur. Oui, de pouvoir encadrer et soutenir ces équipes. Les pistes d'amélioration, ça passe d'abord par la reconnaissance de la spécificité des soins palliatifs pédiatriques, tant en termes législatifs qu'en termes de représentativité au niveau des différentes structures existantes. Il faut pouvoir organiser la formation, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça veut dire depuis le cursus de base jusqu'aux formations post-universitaires, élargir l'offre, renforcer les équipes de liaison, pérenniser la fonction de la coordinatrice de l'information, établir un véritable réseau de soignants en région bruxelloise qui soient formés aux soins palliatifs, adapter les aides pour les familles, les aides financières. Le statut palliatif, il est insuffisant pour pouvoir assurer des soins palliatifs de qualité dans la durée, élargir l'offre de répit et les offres de soutien émotionnel. Et je termine ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup.